Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Questions horlogères, émission qui souhaite décrypter les rouages qui racontent l'histoire de nos montres. Comme c'est le premier numéro, je vous explique davantage le concept en fin de vidéo. Je ferai peut-être une vidéo spécifique pour parler du concept de questions horlogères plus en détail. Dites-moi si ça vous tente en commentaire. Revenons à notre sujet du jour, la crise du quartz. En 1969, Seiko commercialise la première montre à quartz. Depuis, ce sont les montres qui se vendent le mieux. Retour sur l'invention de cette montre et la crise qui s'en est suivie dans le monde horloger. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le quartz est un petit cristal qui est utilisé en horlogerie pour sa fiabilité et sa précision. Il a été utilisé pour la première fois, non pas en horlogerie, mais afin d'équiper un sonar. C'était une expérience de Paul Langevin dans le but précis d'émettre et de recevoir des ondes acoustiques. Les travaux de Paul Langevin ont inspiré Walter Gitton Cady et George Washington Pierce, qui ont développé les premiers oscillateurs à quartz. Nous sommes au début du XXe siècle, et c'est techniquement un succès. Le quartz permet d'obtenir une précision qui se conserve sur la durée. L'heure est respectée, et en plus de ça, cette matière est fiable, puisqu'elle conserve ses propriétés, de précision notamment, malgré les écarts de température, entre la nuit et le jour, mais aussi entre les saisons. Voici l'invention des horloges à quartz. Le principal point faible de cette technologie, c'est sa taille. En effet, durant les années 1930, l'horloge à quartz s'est popularisée, mais elle faisait la taille d'un four, 1 mètre cube environ, ce qui la rend pour le moins volumineuse et peu pratique. Il faut attendre les années 1960 pour que cette technologie, qui existe dans les horloges, soit miniaturisée, pour tenir dans un poignet. Contrairement aux idées reçues, les pionniers ne sont pas que les Japonais. En effet, les horlogers suisses du Centre électronique horloger de Neuchâtel présentent leur première montre à quartz, la Beta 1, au concours international de chronométrie de 1967, la même année que Seiko. Pourquoi l'histoire retient donc Seiko? Parce que c'est la marque japonaise qui commercialisa en premier ses montres à quartz en 1969, même si à l'époque elles coûtaient l'équivalent d'une voiture. En tout cas, il ne faut pas s'alarmer sur le fait que les deux marques, l'une japonaise Seiko et l'autre suisse, le CEH, présentent en même temps leurs montres à quartz parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, cette technologie existait déjà. C'est juste qu'elle a été miniaturisée pour tenir dans un poignet. Intéressons-nous maintenant aux conséquences des montres à quartz sur le marché des montres mécaniques. Les montres à quartz coûtent moins cher à produire. Elles demandent moins de main-d'œuvre, moins de composants, et à l'époque, les premières montres à quartz étaient 12 fois plus précises que les meilleures montres mécaniques. Donc vous imaginez des montres qui coûtent en fait bien moins cher à produire et qui sont 12 fois plus précises que les montres les plus chères de leur gamme. Alors c'est un peu simplifié, mais c'est l'idée. La précision, qui faisait la réputation des montres mécaniques suisses, n'était plus le résultat d'une technologie complexe, maîtrisée par une poignée de maisons horlogères. Elle était désormais accessible à tous. Dans une montre à quartz, c'est la pile qui donne l'énergie aux aiguilles de tourner. Les piles, boutons, d'une puissance souvent comprise entre 1,5 volts et 3 volts, permettent aux montres d'être autonomes pour une durée de plusieurs années. Les montres à quartz apportent donc moins de soucis qu'une montre automatique. Elles séduisent les personnes qui s'intéressent moins aux montres. Si on ne porte pas une montre à quartz pendant quelques jours, elle sera toujours à l'heure. C'est pas comme une montre automatique qu'on doit régler régulièrement si on ne la porte pas tous les jours. Parce que les montres automatiques à l'époque, les meilleures avaient une durée d'autonomie comprise entre 40 et 60 heures, ce qui signifiait qu'on pouvait ne pas les porter pendant 2, 3 jours. Pas plus, après il fallait la régler. Et encore une fois, il s'agit des meilleures montres automatiques. La plupart n'avaient une autonomie que de 20 à 40 heures. Donc si on ne porte pas pendant quelques jours une montre à quartz, elle sera toujours à l'heure, c'est un avantage considérable. Et puis, elle ne perd pas de secondes chaque mois comme les automatiques. Le quartz, c'est l'assurance de la précision. Et ça coûte moins cher à l'achat et donc en entretien. Je vous ai sorti un article du Monde du 10 août 1973. Il est écrit par Jean-Louis Lavalard. C'était donc en pleine crise du quartz. Quand on dit crise du quartz, en fait, ce n'est pas tant l'arrivée de la technologie, c'est plus les conséquences que ça a eu sur l'industrie horlogère. Et on va en parler. Donc cet article commence ainsi. L'encre et la roue d'encre sont des pièces qui travaillent beaucoup. Elles ne cessent de cogner l'une contre l'autre, engendrant le fameux tic-tac. Pour éviter l'usure, on emploie dans les montres traditionnelles, sous-entendu des montres mécaniques, des substances très dures. Ce sont des rubis qui sont chargés d'encaisser les chocs répétés.
Dans les montres simplifiées, les rubis sont remplacés par de simples chevilles d'acier, qui résistent difficilement à plus de 2 ou 3 ans de fonctionnement. Parenthèse, donc là on comprend en fait que les montres à quartz sont certes moins chères, mais aussi moins résistantes. Mais en même temps, ça convient à un public qui ne s'intéresse pas à l'horlogerie comme à une passion. Je reprends l'article. À partir du moment où l'on accepte que l'échappement à encre s'use en peu d'années, il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux très élaborés pour les restes du mécanisme. Il suffit que les autres pièces de la montre ne s'usent pas plus vite que l'échappement. On pourra donc faire des économies importantes sur le prix de revient, en particulier en supprimant les rubis, utilisés aux extrémités des nombreux axes que contient la montre. Les montres ainsi conçues sont beaucoup moins chères que les montres classiques non simplifiées. Elles peuvent avoir une bonne précision pendant un certain temps, mais doivent être abandonnées après quelques années d'usage. C'est le prototype de la montre à jeter, qui ne se répare pas et dont on peut changer souvent. Donc vous comprenez bien qu'en fait, le principe des montres à quartz, c'est d'enlever toute la complexité de l'industrie horlogère. Toutes ces années de recherche et développement de nombreuses manufactures sont comme effacées en fait. Ça n'intéresse plus grand monde. On va étudier maintenant le cas d'une entreprise française, la marque LIP. C'était pas une grande manufacture au sens prestigieux, c'était pas Rolex, mais c'était quand même une industrie, c'était le symbole en France de l'industrie horlogère. C'est-à-dire que c'était la plus grande manufacture, elle était située dans la région de Franche-Comté, donc c'est pas très loin des vallées suisses qui produisent les plus belles montres du monde, et il y avait un vrai savoir-faire de montres mécaniques, et même, je vais vous expliquer, ils ont tenté eux aussi de se mettre aux montres électroniques, mais bon, on va voir, sans succès. La marque française avait misé sur les montres mécaniques manuelles et sur les montres électriques. D'une certaine manière, Lip avait senti que les montres mécaniques allaient être concurrencées par une nouvelle technologie. C'est ce qu'explique d'ailleurs Fred Lip, qui est le petit-fils du fondateur de la marque. Il explique ça dans une émission télé, je vous mets le lien en description, euh, qu'au moment où il a été diplômé, il dit qu'il va mener une révolution. Parce qu'il avait senti qu'il y avait la place pour des montres électriques ou électroniques. Seulement, Lip n'a pas eu la technologie à quartz avant les autres et donc n'a pas pu se différencier. Elle avait mis en place la Lip électrique, qu'elle avait notamment offerte au général de Gaulle. Cette montre avait beaucoup d'inconvénients. Elle n'était pas fiable, trop fragile et trop approximative. Il paraît même que le général de Gaulle, à qui on avait offert cette montre, en avait en réalité deux modèles identiques, afin d'en avoir toujours un d'opérationnel. C'est son aide de camp qui changeait les montres chaque soir pour vérifier que la montre était bien à l'heure. Donc au moment où les montres à quartz arrivent en France, Lip fabriquait principalement des montres mécaniques manuelles, notamment le calibre R23, très apprécié des connaisseurs, ou le fameux T18. Mais ça, Lip avait arrêté de le fabriquer. C'était un mécanisme manuel euh, antérieur, qui date notamment de la Seconde Guerre mondiale et des années 50. Lip commençait à fabriquer aussi des montres automatiques, qui embarquaient plutôt des mouvements suisses ou allemands, notamment le PUW 1261, que Lip avait renommé le R123. La marque s'engage donc dans une vague de licenciements suite à l'arrivée des montres à quartz, parce que Lip perd des parts de marché. Cette vague de licenciements a déclenché une profonde crise sociale, car les salariés décident de se mettre en grève, d'occuper l'usine et de relancer la production de façon autogérée. Nous sommes au début des années 70. Puis, la marque est placée en redressement judiciaire. Elle décide de fabriquer elle aussi des montres à quartz. Mais c'est trop tard. L'entreprise accumule les pertes. Elle dépose le bilan en avril 1976 et est définitivement liquidée le 12 septembre 1977. Lip, c'est l'emblème euh, des victimes de cette crise du quartz. Côté français en tout cas. Lip, aujourd'hui, ça existe encore. Il y a encore une manufacture qui s'appelle Lip et qui produit des montres. Seulement, je vous invite à considérer que c'est certes l'héritière cette manufacture dont je viens de vous parler, mais ce n'est pas directement la même entreprise, dans le sens où, entre-temps, Lip, la marque, a été vendue à différentes personnes, dont une qui s'est notamment lancée sur le marché des montres gadgets destinées à être commercialisées dans la grande distribution pour quelques euros seulement et même à être offertes pour l'abonnement à des magazines comme Challenge ou Le Nouvel Observateur. Donc, Lip est la victime française de cette crise du quartz. Lip n'a pas su se démarquer et aujourd'hui, Lip a rené de ses cendres avec une marque qui fabrique des montres automatiques à quartz également, mais en reprenant les modèles emblématiques de Lip des années 60-70 et en essayant de dépoussiérer cette marque en assemblant les montres en France, en produisant une partie des composants en France, mais on n'est pas encore sur des montres de manufacture. Ce sont principalement des montres assemblées en France, plutôt que faites en France.
mais on en reparlera lors d'une autre vidéo. En Suisse, l'impact a été légèrement différent. Certes, des manufactures ont été obligées de fermer, mais pour rester compétitives, la plupart des entreprises suisses se sont simplement restructurées. Fini l'artisanat, l'heure est à l'horlogerie industrielle. En effet, face au groupe Seiko, qui a, en plus de ses innovations, robotisé une partie de sa chaîne de production, ce qui permet de limiter le coût des montres et permet de sortir de la qualité à des prix dérisoires, les montres suisses doivent se réunir. Ainsi, on voit la naissance du Swatch Group, le déclin des mouvements de manufacture et l'avènement d'une entreprise comme ETA, que nous verrons dans une autre vidéo. Je vais vous prendre le cas de Longines, qui est pour moi très intéressant. Longines a créé le mouvement L990 pour lutter contre les mouvements quartz. C'est un mouvement ultra fin, c'est une vraie prouesse pour l'époque. Il est à la fois très précis et très fin. Mais il ne suffira pas pour rester concurrentiel. Ce sera d'ailleurs le dernier mouvement produit en interne dans la manufacture Longines. Ainsi, avec la crise du quartz, de nombreuses entreprises ont dû fusionner, ont été rachetées, et on a vu une spécialisation s'opérer. Le groupe ETA se retrouve en situation de quasi-monopole. Ainsi, c'est lui qui fournit des mouvements pour bon nombre de maisons horlogères, de moyenne gamme comme de très haute gamme. La question du spiral aussi est intéressante, car certaines firmes se retrouvent en situation de quasi-monopole pour une pièce qui est pourtant présente dans chacune des montres mécaniques. Revenons à la crise du quartz et à la situation aujourd'hui, liée à cette petite révolution technologique. Aujourd'hui, il se produit plus de 1,2 milliard de montres chaque année. Ce sont des chiffres qui datent de 2010. L'immense majorité sont produites en Asie et sont des montres à quartz. Rien que la Chine produit 688 millions de montres, avec une valeur à l'exportation estimée à 4 dollars la montre. Hong Kong, de son côté, fabrique 228 millions de montres, avec une valeur moyenne de 26 dollars par montre. Mais il existe pourtant des montres quartz de luxe. Rolex avait par exemple lancé une montre Oyster Quartz, qu'elle a désormais arrêté de produire au début des années 2000. Il y a également une montre élégante de FP Journe qui se met en veille sans qu'on la porte, avec un détecteur de mouvement et qui se met à l'heure dès qu'on la remet au poignet. Longines, qui avait produit des horloges à quartz dès 1954, a choisi de persévérer dans ce domaine, avec notamment la Conquest Very High Precision ou Conquest VHP dans les années 80. Cette montre a réussi la prouesse de ne perdre ou ne gagner que 5 secondes par an. Mais en face de ce marché des montres à quartz, il y a le marché des montres mécaniques, qui fait mieux que résister. Après cette crise et cette restructuration qu'on a évoquée, même si on pourrait rentrer dans les détails, je suis conscient que j'ai été obligé de circonscrire notre étude, entre 2000 et 2017, la Suisse est passée de 2,5 millions de montres exportées à 7 millions. Ce sont principalement des montres mécaniques, manuelles et automatiques confondues. Il y a donc une vraie demande de montres Swiss-made. Il faut dire que les montres mécaniques, qu'elles soient manuelles ou automatiques, correspondent aux nouveaux enjeux d'écologie, davantage que les montres à quartz, qui consomment des piles avec la contrainte de les recycler. Les montres mécaniques, quant à elles, sont faites pour durer toute une vie. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Questions horlogères. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Il y aura au moins un épisode chaque mois dédié à une question que tout amateur de montres est en mesure de se poser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des idées de sujets aussi, ça m'intéresse. Vous pouvez me les proposer en commentaire également. À bientôt!